nous débattons. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Nicolas Corato, bonjour. Oui. Président fondateur du think tank Place de la République. Alexandra Spinner, bonjour. Conseillère régionale LR Île-de-France et vous êtes également enseignante. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Avocat, vice-président de France-Amérique. Et Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News, puisqu'on a reçu Franck Melou le vendredi. Oui, donc je vois que vous avez bien retenu la leçon. Il fallait dire ça, donc c'est i24 News et non pas i24 News. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Mickaël, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, paru aux éditions L'Archipel. Vos coups de cœur, vos coups de gueule qui vont structurer l'émission, puisque ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres bien fait partie de l'actualité. Commençons peut-être avec vous, Nicolas Corato. Oui, moi je voulais parler non pas de l'affaire Pogba, mais peut-être de ce qu'elle révèle du hiatus ou du côté un peu hors sol du football, de ce sport roi par rapport à la vie que mènent les Français. Ça fait plusieurs jours qu'on assiste à une séquence assez étrange autour de Monsieur Pogba, d'un marabout, de racketteurs, d'argent, de clans familiaux, peut-être de concurrence entre joueurs. Je crois qu'avant-hier, on a vu une équipe de football française parisienne se déplacer jusqu'à Nantes en jet privé. On se prépare à vivre une Coupe du Monde dans un pays un peu étrange, avec des stades climatisés. Et je me dis, sans critiquer nécessairement ce sport, qui est un sport sympathique et auquel tout le monde tient, est-ce que les footballeurs et l'ensemble du football, du monde professionnel du football, n'ont pas complètement fait sécession d'avec la réalité dans laquelle vit ce pays et peut-être ce monde? Et est-ce que tout cela est bien sérieux? Moi, je pense que ça pose un petit problème politique et citoyen, c'est-à-dire qu'à un moment, notamment que lorsqu'un pays s'apprête ou vit une crise aussi importante que celle qui est devant nous, on attend de toutes les composantes d'une société qu'elles se mettent au diapason et peut-être qu'elles vivent un peu autrement. On leur demande pas de vivre de manière sobre, je leur impose pas la sobriété, mais entre la sobriété et ce qu'ils sont en train de démontrer publiquement, je pense qu'il y a une petite marge d'effort, une petite marge de manœuvre qu'on aurait le droit peut-être de leur demander. Bref, j'ai l'impression que ces citoyens vivent complètement dans un autre monde que le nôtre. Et il serait temps peut-être qu'ils reviennent dans la société. Mais vous remarquerez que c'est marrant, ou en tout cas intéressant de voir qu'on critique les super profits des entreprises, les salaires des grands patrons, mais que ça ne choque pas de voir qu'un joueur de foot peut gagner en une minute, en une journée, ce que peut gagner un ouvrier. Mickaël, sur cette affaire, effectivement, et sur ce que ça dit de cet univers. Je ne suis pas spécialiste du football, mais comment dirais-je, c'est vrai que cette histoire, elle interpelle par son côté, je dirais, méta-footballistique, parce que ça raconte effectivement des choses, mais en vous écoutant, ça me revient en mémoire en fait les moments où pendant un temps j'ai été correspondant pour France 2 dans le Sud, à Marseille, et donc bien évidemment parmi les sujets importants de l'actualité, il y a la vie de l'OM et ses vicissitudes, et j'ai souvent eu l'occasion justement de fréquenter ce club et de parler avec les supporters. Et cette question-là que vous posez sur la sobriété, sur la déconnexion de ces gens super riches, totalement dans leur monde vis-à-vis de la réalité de la société, elle a souvent été, elle s'est posée, et un jour je l'ai posée à des supporters marseillais qui ne sont pas parmi les plus riches du monde, et la réponse a été frappante en disant mais oui, on sait très bien que ce sont des milliardaires qui jouent devant des smicards, mais ils sont là pour nous faire rêver, et donc ils ont intérêt à avoir des bons résultats, parce qu'évidemment à l'époque il y avait un problème avec l'OM sur le plan des résultats, mais ils ont intérêt à nous faire rêver, et nous on accepte tout. Et au fond, ce que je remarque aussi, c'est que dans cette histoire, eh bien, les critiques émanent beaucoup de gens qui ne sont pas des supporters de football. Bien sûr. Mais les stades continuent à être remplis. Oui, bien sûr, c'est un vrai succès. Voilà, moi, je crois que ça participe justement de la fascination. Exactement. Tout comme dans le monde du cinéma, tout comme dans le monde du showbiz, il y a effectivement une tolérance, je dirais, qu'on l'apprécie ou pas. À l'égard de ces tribus. Oui, Jean-Claude. Oui, pardon, Alexandra Spinner. On est au fond habitué à ces épisodes qui oscillent entre l'obscénité et le romanesque. Oui, parce que là, on est dans le délire total. Dans la saga familiale totalement délirante. Mais ce matin, alors j'ai entendu le billet de Guy Carlier qui était tout à fait juste sur Paul Pogba et les excuses qu'il a données. Alors il a dit qu'il avait effectivement fait appel à un marabout, non pas pour... Oui, il a reconnu devant la police.
policiers, oui, il l'a reconnu devant les policiers, non pas pour jeter un sort à Mbappé, mais pour améliorer la vie des petits Africains. Pour améliorer le sort, au contraire. Voilà, non, pour lui se protéger, lui, de blessures, et puis aider les petits enfants malheureux. Mais on rappelle qu'il gagne combien plusieurs millions d'euros. Il pourrait juste faire construire un dispensaire, effectivement, comme le suggérait Guy Carlier dans son édito ce matin. Jean-Claude. Avant d'arriver sur le fond, parce que c'est un vrai sujet, cette histoire du sport et de l'argent. Je suis plus vice-président de France-Amérique, j'ai changé de crémière à l'occasion de l'été. L'été, ça porte. Mais sur le fond, moi, je comprends parfaitement ce qui est dit, les supporters, donner du jeu, du pain et des jeux au peuple, et vous le faites rire, vous l'entretenez. Moi, je ne suis pas là pour dire au peuple ce qu'il a envie d'entendre, mais peut-être de temps en temps pour lui dire la réalité. Dans un pays où on ne cesse de dire que la France s'effondre, qu'il faut réindustrialiser, il faut que nos enseignants, nos infirmiers, etc., oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les joueurs gagnent beaucoup d'argent parce que c'est une valeur commerciale plus que le fait de jouer. Ça veut dire combien est-ce que les entreprises sont prêtes à payer pour pouvoir derrière un type, je sponsorise telle chose et je paie des sommes considérables. Mais moi, je constate simplement que derrière, on veut réindustrialiser, on ne veut pas payer nos chercheurs. On veut réindustrialiser, on ne veut pas payer nos enseignants. On veut faire beaucoup de choses et dès qu'il faut, sans bourse déliée, c'est là où j'interpelle les uns et les autres. Alors, je suis pas en train de dire qu'Mbappé ne doit pas gagner tout ce qu'il gagne et les uns et les autres, c'est pas le sujet. Mais effectivement, dans un monde où effectivement on vilipende ceux qui gagnent plus de 3 000 euros, on dit qu'ils sont des très riches. Moi, je n'ai pas entendu dire que ceux qui gagnaient autant d'argent étaient franchement trop riches par rapport à la moyenne, même s'ils aident, ils entretiennent un jeu, ils font rire, mais l'infirmière aussi, elle sauve des vies, le pompier aussi, le policier aussi, les enseignants. Je viens de parler des enseignants. Je viens de parler des enseignants. Lorsqu'on pense qu'on n'arrive pas à payer les heures supplémentaires de nos policiers et qu'on pleurniche en disant plus jamais ça, on fait des marches blanches. Moi, ça me gêne que le débat ne soit pas. Je dis pas qu'il y ait une solution facile, mais que le débat ne soit pas porté sur la table. Mais c'est cette indulgence dont parlait Mickaël Darmon. Mais oui, mais je suis là pour dire que je la comprends pas. Les transports en avion pour ce Paris-Nantes, je crois, ce week-end. Alors, il y a eu quelques tweets sur le sujet, mais je comprends que les politiques s'en emparent aussi. Je ne partage pas l'indulgence. Alexandra Spinner. Je pense aussi que ça soulève un autre sujet. Par exemple, les gagnants du loto. Alors, ils ont la chance d'être anonymes, mais quand une fortune colossale leur tombe dessus, ils sont entourés de conseillers, de psychologues. Vous avez raison. Et là, on a des gamins de milieux très modestes, avec des familles, avec un entourage, dont il est compliqué de s'éloigner, de s'extraire, et qui ne sont pas prêts pour une telle vie. Et ils sont projetés dans un univers totalement fantasmagorique, qui pour eux est leur réalité, et ils ne savent pas la gérer. Une précision pour nos auditeurs, c'est qu'effectivement la loi a évolué de ce point de vue. Je ne parle pas des gagnants de loto, mais notamment dans le monde footballistique, etc. Il y a aujourd'hui un diplôme de coach, en fait, d'agent sportif, c'est bien ça, d'agent sportif, agent artistique, parce que c'est vrai, on a tous connu de très grands acteurs, de très grands sportifs qui se retrouvaient sur la paille sans qu'on ne comprenne pourquoi. De mémoire, Claude François est mort, il était ruiné, parce qu'autour, vous avez toujours une bande de gens qui sont... Là, en l'occurrence, c'est souvent, et Mickaël le confirmera sûrement, ce sont souvent les entourages. C'est ce que raconte aujourd'hui. C'est ça l'histoire de Pogba. On a commencé à le voir, par exemple... Ce sont les familles qui négocient les contrats. Certains patrons de club... On a commencé surtout à voir dans un autre sport qui fait beaucoup moins de scandales, mais qui a montré cette matrice, c'est le tennis. Très très souvent, les coachs et les directeurs sportifs des grands champions, de génération en génération, on l'a vu, ont été les pères, les mères, les frères des champions, parce que c'est effectivement un monde où dès que l'argent arrive, il y a tellement de sollicitations, de tentations, de trahisons possibles, de manœuvres, qu'il y a une volonté de se protéger. Et effectivement, bien souvent, les origines sociales, familiales de joueurs de football, font que effectivement il y a tout d'un coup une famille qui se mobilise. On l'avait raconté
manifestement, eux, ils n'ont pas eu de problème. En tout cas, ils les ont gérés de manière peut-être plus harmonieuse. On avait raconté toute la PME autour de la famille Zidane, qui s'est totalement organisée autour de la réussite du champion. Et ça n'a jamais posé vraiment de problème. Donc après, c'est aussi lié aux personnalités et aux histoires familiales. Mais président, il y a quand même du racket derrière l'histoire de Pogba. Il y a une histoire d'escroquerie pénale qui effectivement qui n'est pas acceptable. En tout cas, avec les moyens qu'il a, il aurait pu trouver un meilleur avocat, je mets entre guillemets, en tout cas meilleur conseiller, effectivement, que de dire je voulais aider les petits-enfants avec le marabout. C'était pour sauver les petits-enfants du tiers-monde. Mais j'imagine que ça n'est pas facile parce que ça veut dire qu'on a menacé, moi j'ai cru comprendre qu'on avait aussi menacé l'entourage familial. Vous savez, dès que vous avez de l'argent, vous avez dans tous les milieux, c'est vrai. Allez, on marque une pause et on continue. On va parler de cet adolescent à 15 ans, qui est mort à 15 ans sur fond de trafic de stupéfiants. Série de faits divers assez terribles ce week-end. On a du mal à comprendre parfois ce qui se passe dans notre pays. À tout de suite. Débat avec vous, avec nos débatteurs aujourd'hui, Nicolas Corato, Alexandra Spinner, Jean-Claude Beaujour et Mickaël Darmon. Ce sont vos coups de cœur, vos coups de gueule qui font partie de l'émission et qui structurent cette émission avec vos commentaires sur l'actualité. Plusieurs faits divers, faits divers, j'aime pas ce mot, mais plusieurs drames. On peut parler de drames ce week-end. Vous vouliez revenir, Jean-Claude, sur ce qui s'est passé à Besançon. Oui, il ne s'agit pas simplement de faits divers, c'est l'histoire dans le quartier de la Palloise à Besançon, où un jeune, encore une fois, s'est fait tuer dans le cadre d'affrontements de l'industrie du narco, de la drogue. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on va faire des marches blanches et on dira jamais, plus jamais ça, alors que l'on sait bien que le chiffre de la drogue, c'est dans le monde, j'ai repris le chiffre, c'est 250 milliards de dollars, rien que pour la France, environ 5 milliards d'euros. C'est considérable. Et donc, aujourd'hui, il ne suffit plus de faire des marches blanches. Alors, je sais bien que la police a fait un certain travail parce qu'on a identifié 4000 points de drogue. On a fait baisser le nombre de points, mais 3200, 3500. Vous voyez un peu l'état, le sinistre que ça crée dans notre pays. Et j'ai envie de dire qu'on peut mettre toutes les politiques urbaines en place, dans les quartiers, etc. Si on ne s'attaque pas de manière encore plus brutale, encore plus violente à la question de la drogue, les choses n'iront jamais bien dans les quartiers. Non, l'ascenseur social ne fonctionnera pas parce que ce sont les mêmes gamins qui sont confrontés aux mêmes situations, au même environnement. Et donc, dans 10 ans, on reparlera encore, il y aura un nouveau plan banlieue, etc. Je vais vous prendre un exemple. Quand on veut lutter, je sais que le procureur je crois que c'est le procureur de la Guyane avait décidé, parce qu'on connaît les points de passage de drogue, avant chaque avion, il avait indiqué, avant chaque avion, contrôle systématique de l'ensemble des bagages, fouille des bagages en soute et fouille des bagages à main. Eh bien, comme par hasard, vous avez une dizaine de gens qui ne se sont pas pointés à l'embarquement. Donc, on connaît sur un seul vol, on connaît les points de passage. Là, il faut quelque chose d'une ampleur beaucoup plus importante de la lutte contre la drogue. Elle est dramatique dans notre pays. S'attaquer aux points de passage, s'attaquer aussi à la consommation, parce que c'est un élément d'explosion sociale considérable. Et ne pas légaliser le cannabis. Moi, je suis pas pour, effectivement, qu'on légalise le cannabis. Mais vous évoquez Besançon. À Marseille, c'est un jeune homme de 21 ans qui a été mais ce que je vous dis, c'est partout. Il y a 3200 quartiers, donc vous voyez, c'est toute la France qui s'embrase. Oui, non, mais c'est tous les jours. Et ça n'est pas un fait divers, c'est quelque chose qui gangrène notre société et qui rend ineffective. Les politiques, le président de la République est allé à Marseille, c'est très bien, il y a eu un grand plan, mais si derrière ce travail-là n'est pas fait, police et justice et sanctions derrière rapidement, donc il faut que l'état de droit dans toute sa ligne fonctionne. Ouais, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Ça permet peut-être d'évoquer aussi ce qui s'est passé, ces enfants dans le Pas-de-Calais retrouvés ligotés par leurs parents et couverts d'excréments. On se demande ce que les services sociaux aujourd'hui
aujourd'hui font, comment ça peut fonctionner. J'ai vu la secrétaire d'État hier, elle était sur BFM, Charlotte Cobel, j'ai trouvé plutôt pas mal ce qu'elle disait en expliquant c'est pas une question de moyens, mais une question de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on est de dysfonctionnement et de fonctionnement entre les différents services. C'est-à-dire comment des gosses, il y en a 10 dans cette famille qui sont nés, c'est ce qu'elle expliquait, il doit y avoir un suivi. Il y a eu ces reportages sur M6 où on voyait les foyers d'enfants et la manière dont les services sociaux fonctionnent. Comment on en arrive là aujourd'hui? C'est absolument invraisemblable. Je sais pas, Nicolas. Peut-être qu'il faut préciser que c'est la première fois depuis longtemps qu'on a un secrétariat d'État à la protection de l'enfance, donc dirigé par Charlotte Cobel, qui est placé sous l'autorité du Premier ministre et qui donc a vocation justement à décloisonner et à faire travailler ensemble des services qui parfois travaillent peu ou mal ensemble. Donc ça, on peut peut-être le noter. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut regarder aussi la situation telle qu'elle est, et la regarder les yeux dans les yeux. Il y a peut-être un problème de décentralisation sur l'aide sociale à l'enfance. Ce sont les départements aujourd'hui qui sont compétents sur l'aide sociale à l'enfance, et on a quasiment autant de politiques d'accompagnement des enfants en difficulté ou des enfants menacés que de départements. Bien sûr. Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger? Alors je sais que c'est un tabou de revenir sur la décentralisation, les élus n'aiment pas parce que les élus ont des mandats, mais franchement, quand on voit le résultat, la pénurie, l'indigence de notre politique de protection de l'enfance en France, moi je pense qu'on a le droit, politiquement, de s'interroger sur la capacité et la compétence des départements à mener une politique qui est d'abord une politique nationale. La question de l'enfance et de sa protection, c'est une politique nationale, pas locale. Et quand je vois que certains départements, notamment en Île-de-France, et pas les plus pauvres, ont des politiques de l'enfance qui sont pas du tout à la hauteur des attentes de leur territoire, ça pose effectivement des questions majeures. Ça pose aussi des questions de relations entre, par exemple, les moyens de la justice, notamment de la justice des juges des enfants, avec les administrations. Aujourd'hui, on a des juges des enfants qui sont complètement dépassés par les dossiers, qui suivent plusieurs dizaines de mineurs, qui n'arrivent plus effectivement à faire le travail, et des administrations qui attendent des décisions de justice pour pouvoir prendre en charge les mineurs. Peut-être aussi des points d'espoir, notez notamment la loi Taquet qui vient d'entrer en vigueur et qui pour la première fois dit on va lutter contre la fin de l'accompagnement. Vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à la loi Taquet, vous aviez 18 ans, vous étiez pris en charge, vous étiez accompagné comme mineur en difficulté et du jour au lendemain, vous vous retrouviez à la rue sans argent, sans accompagnement. Aujourd'hui, ce qu'on appelle ces sorties sèches sont remises à 21 ans. On repousse un tout petit peu le problème vers 21 ans. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, il faudra voir comment on accompagne et quels moyens on y met. Et puis, on reparle des moyens dont vous parliez, monsieur, tout à l'heure, par rapport à nos amis des footballeurs. Là aussi, les éducateurs spécialisés, il va falloir les payer, il va falloir les recruter. Et ce que fait l'État aujourd'hui, c'est plutôt de déqualifier ces postes parce qu'on n'arrive plus à trouver de candidats. Donc, comme dans les crèches, on ne va plus recruter des puéricultures, on va peut-être recruter des professionnels, on va recruter des gens qui arrivent, qui sont là parce qu'ils acceptent de le faire. Et si on commence à traiter et à accompagner les plus précaires par les plus précaires, effectivement, on est dans une logique d'échec. Oui. Alexandra, vous voulez réagir? Alexandra Spinner. Oui, j'ai été comme tout le monde évidemment effrayée par ce drame. Mais moi, ce que je trouve stupéfiant, c'est le fonctionnement parallèle de nos institutions. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les institutions qui sont en charge de la petite enfance fonctionnent de façon obstinément parallèle et que personne ne communique et que donc ces enfants sont de simples dossiers. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on mette plus de moyens, que c'est le grand défi des années à venir. C'est des moyens et puis de l'organisation, Michael Darmon. Ce que cette affaire montre, c'est qu'effectivement, le système de la protection de l'enfance est malade. C'est pas nouveau. Ça a été le combat d'une députée lors de la dernière mandature, Perrine Goulet, je crois, qui en 2020 a lancé une mission d'information puisqu'elle-même est une ancienne enfant placée. Et donc elle a porté un combat et elle a soulevé effectivement toutes les problématiques. Ça a été effectivement entendu au point que il y a maintenant un dispositif gouvernemental lié à la protection de l'enfance, mais au fond, est-ce que créer un ministère règle le problème? C'est vrai qu'effectivement, la secrétaire d'État ou la ministre hier était pertinente dans le diagnostic et dans l'audit. C'est pas vraiment ce qu'on attend de quelqu'un qui est membre d'un gouvernement, mais d'apporter vraiment maintenant les solutions. Elles seront aujourd'hui d'ailleurs sur place, mais une fois de plus, c'est aussi un signe, je dirais, d'impuissance, parce qu'elle va être là, elle va dire
alors là, c'est scandaleux. Non, le diagnostic fait aussi qu'elle a peut-être, dans ce diagnostic, pointé les endroits où justement il y a moyen d'agir. On est souvent ici assez critique pour être cette fois-ci juste et rendre effectivement justice au fait que le diagnostic a mis du temps, parce que 2020-2022, bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie publique, a mis du temps à remonter, mais il y a une prise de conscience. Simplement, la situation est quand même très grave sur le terrain. Elle est dramatique parce que les enfants sont laissés effectivement souvent, et on le voit une fois de plus, totalement à l'abandon. Les systèmes de la protection sociale de l'enfance sont totalement dysfonctionnels. Les budgets dans les départements sont, il faut le dire aussi, depuis des années, sont siphonnés par le problème des mineurs isolés. Bien sûr. Autre problème. Et c'est là où je veux revenir au fond à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la question sur la drogue et sur comment faut-il faire pour pouvoir régler le problème de la drogue. Mais c'est une question de cohérence des politiques publiques. Quand vous regardez un exemple au fond célèbre en termes de politique publique et de quartiers réhabilités, ce qui s'était passé dans le Bronx aux États-Unis, la fameuse politique du broken window, de tolérance zéro, c'était une mise en réseau de tous les services gouvernementaux. Ouais. Ça a été tenté, et il faut le dire aussi, ça a été tenté en 2002. Lorsque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, veut faire cette fameuse loi, justement, qui considérait, qui allait mêler et faire travailler ensemble plusieurs administrations, éducation nationale, sociale, et intérieure et autres ministères, il a été absolument empêché, arrêté. À l'époque, Jean-Pierre Raffarin était ministre de l'Intérieur, chiracien, donc opposé à Sarkozy, bon, toutes les histoires politiques, et il a été empêché de faire quelque chose qui... On est assez critique à l'égard de Nicolas Sarkozy pour pouvoir aussi le dire quand les choses sont justes. Exactement, et juste. Eh bien, moi, j'ai vu ça de près, parce qu'à l'époque, je suivais tout cela. Il a été vraiment cassé sur le plan politique parce que c'était la solution, mais... c'était une solution qui allait peut-être trop marcher et qui allait surtout obliger à des révolutions au sein de l'administration, comme vous le disiez. Et donc, c'était absolument impossible à envisager. Michael Darmon, sur l'exemple des États-Unis, on a eu l'occasion d'en débattre ici. Et deuxièmement, on l'a dit à plusieurs reprises, ici même. Très souvent, on prenait les choses par le petit tiroir, alors qu'il fallait une politique cohérente. Sur un sujet qui revient, c'est toujours l'enfance, la jeunesse et l'accompagnement de la vie jeune vers la vie adulte. Et on voit bien ce que ça donne petit. On voit bien ce que ça donne dans les quartiers, on voit bien les sources du mal, mais l'absence de cohérence fait qu'on s'émeut. Et le cloisonnement que vous évoquiez. L'absence de cohérence qui résulte notamment du cloisonnement. On s'émeut à chaque fois en sachant que la petite recette ne suffit pas. Allez, petite pause et on revient dans un instant. Et on va parler du CNR, le Conseil national de la refondation. À quoi ça sert ? Et nous débattons avec Nicolas Corato, Alexandra Spiner, Jean-Claude Beaujour et Michael Darmon. Alors Michael, vous vouliez évoquer le CNR. On sait que jeudi prochain, jeudi 8 septembre, Emmanuel Macron va expliquer, va essayer de convaincre de l'utilité de ce Conseil national de la refondation auquel personne ne veut participer. Alors moi, c'est ce qui me sidère, c'est qu'en ces temps de sobriété décrétée, je pense que la sobriété politique devrait aussi finalement prendre sa part. Et là, on a une nouvelle instance qui est créée ad hoc par volonté présidentielle quand il a été réélu dans les conditions que l'on sait, où il s'attendait à avoir une majorité parlementaire qu'il n'a pas eu. Bref, le Conseil national de la refondation, personne ne veut venir. Enfin, moi, on peut même d'ailleurs déjà le rebaptiser, le Conseil national des réticences, des rebuffades, Conseil national du refus. Enfin, le R a beaucoup de significations possibles. En plus, le lieu choisi là aussi m'étonne, Marcoussis. Alors dans les archives politiques, c'est l'endroit où effectivement il y a eu en janvier 2003 les négociations pour tenter de mettre fin à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc c'est un lieu évidemment chargé de bonnes ondes. Bon, vraiment, on se demande
pourquoi cet entêtement alors que personne ne veut venir, tout le monde a claqué la porte. Là, dans la première version, ce sont que des convoqués, les grandes institutions, les grands, les grands enjeux, les grands qui ne peuvent pas refuser. Je connais même certains qui ont dû repousser des voyages à l'étranger parce qu'ils sont convoqués au CNR. Donc de ce point de vue-là, je crois que cet entêtement est dommageable. C'est une instance parallèle qui en plus se propose d'être concurrente de l'Assemblée nationale, puisque j'ai lu que selon le projet, peut-être certaines idées qui pourraient émerger de ce conclave pourraient devenir des lois. Donc le Parlement va bien sûr beaucoup apprécier, surtout dans l'état dans lequel il est. Ça me rappelle un peu quand même la commission Attali. Oui. Pour laquelle un certain Emmanuel Macron avait beaucoup participé. Mais le but, c'est quoi? Peut-être pour nos auditeurs d'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire dans ce conseil. C'est tenter de créer le grand dialogue pour tenter au fond de refonder ce qui fait pacte social, ce qui fait société, de recenser les divisions, les passions tristes françaises. Alors c'est intéressant parce que ça vient comme après 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron où il dit finalement tous les problèmes que j'ai identifiés, voire peut-être aussi contribuer à créer et à creuser. Parce que je vous rappelle quand même, en 2017, quand il a été élu, il dit « Je ferai en sorte que jamais vous soyez en mesure de voter pour l'extrême droite. » Bon, voilà. Et les gilets jaunes et tout ce que l'on a vécu. Et à la fin, il dit « On va faire quelque chose pour se réunir, essayer de parler ensemble. » Sauf que les gens, tous les interlocuteurs de l'État disent, et autour de la société française, et les syndicats, les corps intermédiaires, disent « Mais on veut bien parler, mais peut-être pas forcément avec vous, parce que quelque part, est-ce que vous n'êtes pas aussi... Mais c'est cette obstination du chef de l'État. On l'a évoqué le CNR la semaine dernière, en particulier avec Sophie de Menton, qui parlait, du Conseil économique et social. Qui était censé être réformé pour cette instance de dialogue. Les syndicats, les associations, les personnalités de la société civile. Et qui ne sert à rien. Elle a raconté qu'elle y avait participé, qu'il y a eu des débats et des rapports fort intéressants qui sont mis sous le tapis et dont il ne sort pas grand-chose. Donc je pense que c'est le symbole, en cette rentrée, de la faiblesse politique. Donc c'est aussi le Conseil national de la réalité. Parce que la preuve, c'est c'est effectivement un camouflet d'avoir tous ces refus. Nous avons là, une fois de plus, un élément supplémentaire qui montre à quel point, je pense qu'Emmanuel Macron cherche encore la fréquence de son nouveau mandat. Non mais moi, c'est la rentrée, donc j'ai fait mes devoirs, Valérie, mais c'est des bonnes résolutions. Donc je me suis renseigné sur le mot refonte. Il y a plusieurs acceptions, mais il y a une signification métallurgique. Et quand vous regardez la définition métallurgique de l'acte de refonte, c'est un acte très technique qui consiste à prendre un objet en métal qui existe déjà et de le déformer pour en faire un nouveau. Et finalement, c'est un peu ça, ce Conseil national de la refondation. C'est pas, il s'agit pas de faire du neuf avec du vieux, il s'agit de faire du vieux avec du vieux. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est dans la continuité de l'action d'Emmanuel Macron, qui est un réformiste, qui a été élu uniquement pour ça, qui ne se pense que pour ça. Et donc, quand il arrête de réformer, il tombe de vélo. C'est comme quand vous pédalez. Et donc, il est obligé d'inventer des outils, des techniques, des institutions qui n'existent pas dans notre République pour continuer à donner l'illusion qu'il réforme, alors qu'il est dans l'incapacité politique de le faire, et d'une certaine manière qu'il est dans l'incapacité citoyenne de le faire, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Français attendent des réformes structurelles dans ce pays. Ils attendent beaucoup de choses, mais certainement pas ce qu'a en tête le président de la République. Donc, ça me semble être quand même un outil, une sorte d'ovni, en tout cas qui permet, ou un artifice qui permet de donner l'illusion que la réforme continue, c'est-à-dire que le quinquennat commence, puisqu'il n'a toujours pas commencé, alors qu'en fait, il n'aboutira à rien qu'à un nouvel objet déformé qui sera peut-être rejeté lui aussi par les Français. Alors, un dernier mot, Alexandra Spinner. Non, moi ce que je trouve terrible, c'est que finalement, le pacte social a été terriblement mis à mal ces dernières années, que le président veut maintenant créer un gadget pour le raccommoder. C'est un gadget qui fait pchit. Mais au-delà de ça, ce que je trouve terrible, c'est que ça vise au fond à enlever toute légitimité à la démocratie représentative. Voilà. Et ça laisserait donc penser que le Parlement ne remplit pas ses fonctions, ce qui est faux. Voilà, ce qui est totalement faux. Oui, Mickaël, vous voulez ajouter quelque chose, puis après Jean-Claude quand même sur ce que vous venez de dire à l'instant là, sur le fait que les Français ne sont pas forcément en attente de grandes réformes institutionnelles. Il y a 2 moments dans le dernier quinquennat qui ont montré qu'il y a quand même une attente à ce sujet. C'est le moment du grand débat.
où beaucoup de, je dirais, d'abord le mouvement des Gilets jaunes, puis ensuite le moment du grand débat, qui ont quand même montré l'expression de nouvelles formes de démocratie. C'est la raison pour laquelle, au sortir de cela, Emmanuel Macron a inventé cette fameuse convention citoyenne dont il devait reprendre sans filtre, on s'en souvient, toutes les propositions avec le résultat que l'on connaît, très grande déception et beaucoup de filtres en réalité. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a une volonté quand même de faire évoluer les règles du jeu, mais on sent une difficulté, vous l'avez très bien identifié, on sent une difficulté d'Emmanuel Macron de pouvoir, au-delà de sa capacité de diagnostic, pour laquelle il est assez virtuose, de mettre en place des vraies solutions opérationnel et qui change vraiment de mode de fonctionnement. Comme il avait dit, il faut qu'on change la manière de faire de la politique. Bon, dont acte. Alors Jean-Claude, juste pour filer la métaphore métallurgique, Guy nous dit c'est Vulcain, le dieu des forges. Voilà. Pour lequel il a dit qu'il était Vulcain maintenant. Il ajoute tout ça, c'est de la pipe. Voilà, comme aurait dit Emmanuel Macron. Voilà. Moi, je ne sais pas si les Français sont beaucoup en attente d'évolution institutionnelle. Moi, j'ai plutôt le sentiment sur le terrain que nos concitoyens attendent sur 2 ou 3 sujets une vision claire, des avancées et des résultats. Vous savez, on discute parce que voilà, on est bien lundi matin, c'est le retour de vacances, mais beaucoup de gens souffrent, ne savent pas comment ils vont terminer la fin du mois. L'autre jour, je voyais en passant près, il y a 24 heures, je voyais près d'une agence immobilière, une location pour étudiants, 15 mètres carrés, 750 €. Vous voyez, c'est ça, c'était marqué pour étudiants. Donc, alors, voilà la préoccupation. C'est le logement. C'est le logement. Vous savez, on tourne autour du pot, le logement, qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'explique qu'on va avoir des plans de logement. C'est vraiment du très concret. C'est emploi, logement, nos jeunes. Et on a évoqué le débat tout à l'heure. Je pense qu'autour de cela, il y a 3 grands thèmes. Sécurité, bien sûr, mais 3 grands thèmes sur lesquels il y a une attente sur la vision, les objectifs et une mise en œuvre. Alors avec un temps politique qui s'est réduit, 5 ans, ben oui, c'est ça, parce que nos concitoyens n'accepteront pas qu'au sortir, à supposer, pourquoi pas, créer, disons, bonne chance au Conseil national de la refondation, c'est cela, mais n'attendront pas, c'est pas simplement un catalogue qu'ils attendent, ils ont besoin tout de suite de logement, ils ont besoin tout de suite d'emploi, ils ont besoin que l'ascenseur social fonctionne. Comment est-ce que voilà, non, mais oui, c'est un gros chantier dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est la santé qui arrive en tête et de très loin dans les préoccupations des Français. Quand je dis 3, c'est 4 ou 5, mais c'est autour de thématiques bien identifiées, très concrètes. Celles qui ont émergé durant la campagne présidentielle et dont les Français disaient régulièrement aux candidats, vous n'en parlez pas. Oui, mais c'est ce qu'on... Donc de ce point de vue-là, voilà, on a peut-être vécu une campagne pour rien, ce qui explique aussi l'état de la société. On a eu cesse de dire, on se plaint du risque d'épidémie ou de virus, mais qu'est-ce qu'on fait sur l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait sur la santé? Qu'est-ce qu'on fait en région où parfois il faut attendre des mois pour aller voir un dermato? Voilà, ce sont des choses très concrètes. Donc. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Allez, un mot sur Sandrine Rousseau quand même. Sandrine Rousseau, à tout de suite. Nous débattons autour de Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, Jean-Claude Beaujour, avocat, et Michael Darmon, journaliste politique chez I24 News, I24 News, voilà. Alors, pour vous, Alexandra Spiner, c'est Sandrine Rousseau qui a retenu votre attention. Oui, c'est Sandrine Rousseau qui a retenu mon attention et qui m'a mise en colère parce que voilà une femme politique qui distribue les bons et les mauvais points avec un certain ridicule parfois, il faut bien l'admettre, et qui souhaiterait donc créer une sorte de lèse-majesté. Il serait donc interdit de critiquer, moquer Sandrine Rousseau. Elle s'attaque à ce conte parodique Sardine Rousseau, qui n'a rien à envier. Alors c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais souvenez-vous du bébé de show, c'était d'une violence inouïe, les guignols que j'ai adoré personnellement, l'ogographie, voilà. Et ce que dit Madame Rousseau, au fond,
quand elle s'indigne de ce conte, c'est que la société devrait être totalement totalitaire et le rire devrait être proscrit, surtout quand il s'agit d'elle. Je ne me souviens pas de Madame Rousseau émue du sort qui a été réservé à Mila, parce que Mila, elle a été victime de cyberharcèlement et de menaces. Voilà, ça n'est pas du tout le cas de ce conte. J'ai pas vu de menaces, je n'ai pas vu non plus de moquerie humiliante sur le physique ou voilà. C'est une femme politique qui tient des propos totalement délirants et qui donc crée évidemment la caricature et la parodie. Donc j'ai trouvé ça terrifiant et son explication de rééducation aurait dû tous nous scandaliser, parce que c'est une vision de la société qui est effrayante. On l'a évoqué un petit peu la semaine dernière. Moi, j'étais très choquée au lendemain de ces déclarations, mais elle a visiblement continué ce week-end. De plus belle. Oui, elle a continué. C'est-à-dire que Madame Rousseau n'est pas Charlie, en quelque sorte. En même temps, en parlant ce matin, est-ce que c'est pas ce qu'elle veut Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle cherche à faire réagir et à ce qu'on parle d'elle? Elle était l'invitée du grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Toutes les femmes politiques, tous les hommes politiques sont brocardés, moqués, en commençant par que François Hollande s'est pris dans la figure. Même Macron, enfin je veux dire, donc Madame Rousseau devrait devenir une sorte d'icône absolument intouchable. Ce qui me, je dirais, me fait surtout réagir, c'est que on a effectivement une prise en otage d'un débat sur des questions assez anecdotiques, puisqu'effectivement, pour reprendre le terme de Bernard Cazeneuve, elle a lancé l'international contre le barbecue. C'est quand même une question majeure en 2022, à l'heure de la transition écologique et des grands enjeux. Mais au fond, elle... Et aussi les gens qui sont autour d'elle, au fond, ne parlent pas ils parlent jamais des passoires thermiques, ils parlent jamais effectivement des enjeux sociaux. Est-ce qu'on entend parler des gens, des Français qui sont en difficulté? Est-ce qu'on entend parler des sujets qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure, justement, sur les vrais sujets des Français? Non, on est sur de l'anecdotique, du symbolique, et qui, au fond, l'écho qu'elle suscite doit aussi poser question. En fait, elle est entendue. Oui. Elle est entendue. Elle représente effectivement une partie de la génération, et souvent de la jeune génération, qui se reconnaît dans ce qu'on appelle maintenant cette éco-anxiété, cet écoféminisme qui revisite toute l'histoire, toute l'existence, tous les rapports humains à l'aune de la domination patriarcale. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il n'y a pas la place pour les autres sujets. C'est le livre de Caroline Fourest, Génération offensée. Oui, exactement. Il n'y a pas la place. Exactement. Et effectivement, elle incarne et elle est la représentante de cette génération offensée, puisqu'elle est en permanente offensée. Elle offense, mais dès qu'elle est contredite, à ce moment-là, elle se drape dans une dignité offensée. Ça représente effectivement une évolution, une mutation contemporaine, mais je dirais que ça ne rend pas plus efficace ou plus crédible, d'une manière générale, les écologistes qui prétendent à gouverner. Oui. Pardon. Moi, ce que j'ai trouvé terrifiant, mais c'est que certains médias ont accepté l'idée qu'elle était victime de cyberharcèlement et que cette idée a infusé. Les mots ont un sens. Madame Rousseau n'est pas victime de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est Mila et d'autres. Donc il faut quand même rester raisonnable et pas se laisser entraîner dans la folie de cette femme. Il y a des personnes qui se sont suicidées, qui sont mortes, qui sont des victimes réelles. En complément de ce qui vient d'être dit, moi je crois que ce qui, pour ma part, est très choquant, c'est que au fond, finalement, ok, qu'elle soit offensée, qu'elle se dise offensée, mais qu'elle accepte le débat. J'ai le sentiment qu'en réalité, elle dit voici ce que désormais devrait être la règle, le mode de vie. Oui. Il convient les choses doivent être désormais comme cela, et il n'y a plus de discussion. Alors moi, je veux bien qu'elle dise le barbecue serait plutôt masculin que féminin, mais qu'elle accepte aussi d'entendre d'autres points de vue, qu'elle accepte de discuter. Moi, j'ai pas entendu cela. J'ai entendu désormais, c'est un dogme. Voici une personne qui est, je crois qu'elle est agrégée de quelque chose, elle est universitaire, donc il y a quand même, elle devrait avoir un minimum de rigueur scientifique, et en général en sciences, même en sciences sociales, on fait état des divers courants d'opinion, on fait état de recherche, là rien du tout. Mais elle nous sort des poncifs, et c'est une vérité absolue, et nous devons tout suivre et nous taire surtout. Nous taire, c'est la définition de la dictature. Nicolas Corrado, parce que Sophie de Menton qui nous écoute et qui participe à Dissente disait, mais enfin ceux
ceux qui parlent d'elle, ce sont eux qui sont coupables. C'est ridicule. On lui fait sa promotion en parlant d'elle. Elle est très utile au débat public, finalement, c'est ce que je viens de voir après ce tour de table. C'est-à-dire quand il s'agit de taper sur la gauche, heureusement que Sandrine Rousseau est là. Parce qu'elle ne serait pas là. Elle ne serait pas là, vous entendriez mieux, Monsieur Darmon, les gens de la NUPES parler de pouvoir d'achat, de passoires thermiques ou d'autres sujets. La difficulté de Sandrine Rousseau, moi je ne partage pas du tout une partie de sa capacité, de la forme de ses positions, mais sur le fond, c'est pas anecdotique d'interroger la masculinité dans notre société. C'est pas anecdotique de parler du patriarcat. C'est pas anecdotique de parler de la violence qu'exerce la violence sociale. C'est ce qu'on disait. Ou sexuelle. Non, vous avez parlé d'anecdotique. Non. Ça, c'est pas anecdotique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Alors, ce que vous évoquez sont des vrais sujets, mais la manière dont les abords, et de le poser comme étant la seule lecture possible. Après qu'elle ait choisi à l'environnement, après qu'elle ait choisi le moyen de la provocation pour poser ces sujets, faisant peut-être le constat que sans provocation on n'arrive pas à imposer ces sujets dans l'espace public. La preuve, c'est que ce matin vous en parlez et que c'est pas le seul matin que vous en parlez. C'est pas non plus complètement délirant. Après, sur le cyberharcèlement, d'abord, Sandrine Rousseau fait partie de ces femmes et hommes politiques qui sont nés avec les réseaux sociaux et notamment avec Twitter, ce qui me semble être, d'ailleurs à gauche comme à droite, une erreur, parce que Twitter est un réseau finalement de privilégiés et de bots, c'est-à-dire de robots, finalement, qui ne correspondent pas du tout à l'opinion publique française. Il y a très peu, finalement, de Français qui sont sur Twitter. C'est un des plus petits réseaux sociaux qui existent dans le monde. Donc c'est une histoire d'élite et une histoire de gens qui essayent d'instrumentaliser la vie publique. Donc je pense qu'en cela... Et l'opinion, elle fait une erreur à droite comme à gauche. D'autre part, qu'elle se plaigne que de la violence des réactions à ses positions, effectivement, il y a des réactions extrêmement violentes qui viennent beaucoup de la fachosphère. Elle a le droit politiquement de le dénoncer, politiquement de s'en plaindre. Est-ce qu'elle a le droit d'interdire le débat? Non, mais d'une certaine manière, elle ne fait que... Pourquoi vous parlez de fachosphère? Non, mais c'est terrible. Ah, mais écoutez, vous regarderez les réactions aux déclarations, que ce soit de Sandrine Rousseau, de Clémentine Autain ou d'autres femmes de gauche sur Twitter, vous verrez qu'effectivement, il y a des violences qui sont... Il y a des violences verbales qui viennent d'un camp qui est très clairement défini et qui d'ailleurs ne se cache pas, je veux dire, et qui aujourd'hui a d'une certaine manière trouvé un front commun contre une partie de la gauche avec ça. Donc c'est un schéma politique, elle l'a choisi la provocation. Moi, en tant qu'homme de gauche, je trouve qu'elle contribue parfois effectivement à faire l'impasse sur d'autres débats publics que la gauche pourrait porter et faire mieux entendre. Mais il faut dire aussi que dans un schéma culturel où aujourd'hui la bataille idéologique se joue beaucoup à droite sur des questions que pose la droite, finalement elle arrive, et c'est peut-être une des seules femmes de gauche à poser des débats publics sur des thèmes qui sont les siens, et il faut lui reconnaître en tout cas ce crédit. Elle accrédite une idée, c'est qu'il y a une grande difficulté des écologistes à se rapprocher d'une capacité de gouvernement. On a vu durant la campagne présidentielle comment Yannick Jadot, et d'ailleurs elle en a été aussi l'adversaire, et elle a récupéré une partie de l'électorat à ce niveau-là. On a vu comment Yannick Jadot a été au fond pas compris par son propre électorat, parce que lui veut créer une sorte de, pour faire vite, d'écologie de marché, d'écologie responsable. Sandrine Rousseau incarne l'aile idéologique et donc dans la grande difficulté de pouvoir aller vers effectivement les responsabilités. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, les Français attendent plus des résultats et du pragmatisme que de l'idéologie. Ça nécessite aussi de se coltiner les vrais problèmes, ce que ne fait pas Sandrine Rousseau. Voilà. Et puis, honnêtement, moi je serais ravie de débattre avec vous de Carole Adams, mais c'est pas tellement ce qu'attendent les Français de nous. Alors, qui est Carole Adams? Alors, le grand théoricien des... Mais qu'est-ce que vous en savez que ça ne regarde pas les Français, ces questions de masculinité, de patriarcat, de violence masculine, sociale? Non mais parlez aux femmes de ce pays, je ne sais pas. Vous ne vous sentez pas concerné par le débat? Non, je me sens absolument concernée par le débat. Mais pas de cette façon-là. Mais on peut être d'accord sur la forme. Je peux vous dire quelque chose. Mais en tout cas, on ne jamais parler autant des hommes sans Sandrine Rousseau. La forme, elle est quand même fondamentale. Pardonnez-moi. On a l'impression que le féminisme n'a commencé qu'avec Sandrine Rousseau. De qui se moque-t-on? Enfin, de qui se moque-t-on? Moi, je viens de vous dire que je ne suis pas contre le fait qu'elle emmène le débat qu'elle veut, à condition que ce soit un débat. Moi, je vais vous dire, je me sens agressé par Sandrine
Sandrine Rousseau. J'ai le sentiment que je suis un mauvais Français, qu'on devrait me passer à l'échafaud chaque fois qu'elle s'adresse à ceux qui ne sont pas exactement comme elle. Moi, je suis désolé. Ça n'est pas, pardonnez. Je peux vous dire, voilà, je peux vous dire comment je ressens comme ça. Je ressens les choses. S'il le ressent comme ça, il a le droit, non? Pardonnez-moi. Vous n'allez pas lui interdire de ressentir. Vous voyez, vous dites que je ne suis pas agressé. Je vais vous dire, monsieur Corato, oui, je suis agressé. Je suis un Français progressiste. Je veux avancer. Je soutiens les femmes. Je soutiens la famille. Mais chaque fois qu'elle s'emploie à dénoncer, à mettre sur la table un débat, on a l'impression qu'elle dit, voici, il y a des accusés, il n'y a pas de procès, ils sont accusés, on les passe, la mise à mort immédiate. C'est cela qui me choque. Ce qui est intéressant, en fait, ce qu'elle pose, au fond, c'est que c'est ce grand débat qu'on a dans cette partie, je dirais, de la génération française, de la société française, chez certains écologistes, après le Covid. Le Covid a posé le grand problème et la grande question des libertés individuelles, qu'on a accepté de suspendre pour la grande cause. Une partie des écologistes qui s'identifiaient à Sandrine Rousseau et à cette génération de l'éco-anxiété viennent dire aujourd'hui, mais pour sauver les vieux, on a accepté de suspendre les libertés. Donc nous, on considère que pour sauver le climat, il faudra suspendre les libertés. Il faudra peut-être interdire le déplacement. Il faudra peut-être réduire les naissances. Il faudra faire en sorte d'avoir des mesures coercitives. Et ça, ils le disent sans ambages. Clairement, en l'assumant. Et Sandrine Rousseau incarne cette tentation totalitaire liée à une grande cause. Elle dit qu'il faudra changer le système. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre parce que ce système que vous défendez depuis 40 ans nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. On n'a pas dit qu'on le défendait. En tout cas, vous ne voulez pas en changer. Non, on raconte. On ne veut pas en changer d'une certaine manière. Pardon, excusez-moi. Oui, garder au fond des choix personnels. Il ne faut pas faire de manichéisme. C'est tout le problème que nous avons en France. Il y aurait d'un côté les bons et de l'autre côté ceux qui ne veulent pas. Moi, je suis complètement pour le fait d'évoluer drastiquement. Vous voyez, moi, je suis venu par les transports en commun. J'achète mon coupon de carte, on dit Navigo maintenant, etc., etc. Donc, nous faisons tous des efforts. Mais il faut arrêter de considérer qu'une partie des Français serait à jeter aux gémonies et il n'y aurait qu'une bonne catégorie de Français. C'est le mot de la fin, Jean-Claude Beaujour, qui est en colère. Merci à vous et on se retrouve dans un instant. Tuer cette dame. On se retrouve dans un instant pour les médias avec Gilles Danzmann.